un train, quelque part en Russie. À son bord, une dizaine de réfugiés originaires de Marioupol. Ils ne nous ont pas laissé changer d'argent. Ils nous ont enfermés dans le wagon comme du bétail. Personne n'était capable de nous dire à quelle heure on arriverait, combien de temps le trajet durerait. Ils nous ont même pas dit où on était. Ils savaient où on était, mais ils ne voulaient pas nous le dire. Ils ont gardé le silence. Ils se retrouvent parachutés dans un camp du pays qui les a attaqués. Ils n'ont qu'une idée en tête, repartir de Russie le plus vite possible. Penza est une petite ville de 500 000 habitants au sud-est de Moscou, à 800 km par la route de la capitale. Le chauffeur de taxi, Albiert Gerasimov, est en route pour le camp de Leonidovka. Un groupe de réfugiés évacués de la ville de Marioupol y sont hébergés depuis peu. On forme une petite équipe bien soudée, Irina, Igor et moi. On fait partie tous les trois de l'opposition locale, et à force d'échanger des messages, on se connaît bien. On est régulièrement en contact. Alors quand Igor a lancé un appel à l'aide pour les réfugiés de Marioupol sur Facebook, on a aussitôt répondu présent. Et on s'est organisé pour les soutenir de notre mieux. Mais il y a un poste de contrôle à l'entrée du camp, et les militaires en faction ne laissent pas passer tout le monde. Ils autorisent les camions de l'aide humanitaire à entrer au compte-gouttes, mais les véhicules qu'ils ne peuvent pas identifier sont refoulés d'office. Albiert arrive à destination au bout d'une demi-heure de route. Le voici aux portes du camp, en pleine forêt. Il y a quelques années encore, ces baraquements étaient habités par des employés d'une usine chimique. Aujourd'hui, ils abritent 2500 réfugiés ukrainiens. Les entrées et sorties sont étroitement contrôlées. Sur les 6 millions d'Ukrainiens au bas mot qui ont quitté leur pays depuis le déclenchement de la guerre, 800 000 ont été déplacés dans la Fédération de Russie. La plupart d'entre eux sont originaires du secteur séparatiste particulièrement déchiré du Donbass à l'est de l'Ukraine. Ils n'ont pas eu d'autre choix que celui de fuir, par un couloir humanitaire, dans le pays qui a mis le leur à feu et à sang. Albiert est venu le coffre chargé de vêtements, de nourriture et de médicaments. Les raisons qui font que tous ces civils ont échoué ici, à des milliers de kilomètres de leur patrie, ne sont pas claires. Irina Kulikova et Yana, sa fille de 17 ans, viennent de Marioupol, à 1500 km de leur point de chute. Depuis 2 semaines, elles sont résidentes du camp de Leonidovka. On veut tous rentrer chez nous. Mais on n'a plus d'endroit où aller maintenant. Nos appartements ont brûlé. Il n'y a plus rien à faire là-bas. Le 2 mars, on a déménagé dans la cave et on en est ressorti le 19. On ne pouvait pas faire autrement, car le bâtiment était en flammes pour la 3e fois. Et nous, 3 fois, on a essayé de l'éteindre par nos propres moyens. Mais quand on a vu les poutres du sous-sol prendre feu aussi, et que la fumée s'est propagée dans les moindres recoins, on a laissé tomber. Il y a des gens de la République de Donetsk qui sont venus et ils nous ont dit comment sortir de là. On serait probablement morts sinon. Les 3 derniers jours, plus personne ne se risquait hors de la cave. On restait cloués parce qu'on nous aurait tiré dessus avec des armes automatiques si on était remonté. On ne pouvait même plus aller chercher de l'eau pour se faire le thé. Les balles volaient à travers les fenêtres et on entendait tout de la cave. C'était horrible. On purgeait l'eau des radiateurs pour boire, on faisait fondre de la neige. Quelqu'un est allé à la rivière. Oui, c'est vrai, à la rivière. On a été évacués à Novoazovsk et de là à Rostov-sur-le-Don. Là, on nous a collés dans un train qui nous a amenés ici sans nous demander notre avis. Personne ne voulait venir ici. C'est très loin de tout.
Ça s'est passé très bizarrement. Au début, on était content d'arriver quelque part après tous ces jours de trajet. Mais au bout d'un certain temps, on a tous déchanté. On se sentait déboussolés. On nous a demandé de signer des papiers. On ne savait plus où on en était. Ils sont 5 Koulikov dans le camp. Et là, au moins, la famille a un toit et se retrouve en sécurité. Sauf que le pays hôte est aussi l'agresseur, celui qui détruit leur maison et porte l'entière responsabilité de leur malheur. Le lendemain, Irina, son mari et une de leurs voisines de chambre se sont rendus au centre-ville de Penza. Ils ont rendez-vous avec une bénévole qui s'appelle Irina, elle aussi. Depuis leur arrivée, Irina G, retraitée, les pilote et les aide à trouver leur marque et à s'organiser au quotidien. Cela fait plusieurs semaines qu'elle et les autres membres de son association collectent des dons pour offrir aux réfugiés le strict nécessaire. L'État russe ne leur a pas versé le moindre kopek jusque-là. Après un mois passé dans une cave, je trouve moyen d'acheter des couleurs foncées. On n'a que nos papiers et quelques sous-vêtements, mais rien à part ça. On s'imaginait qu'on partirait pour 3 ou 4 jours avant de retourner chez nous. Maintenant, on commence à trouver le temps long. En fait, on ne possède que ce qu'on a sur le dos. Le peu qu'on a, ce sont les bénévoles qui nous l'ont donné. Un homme a apporté des caleçons aux hommes. Une vieille dame nous a apporté des chaussettes. Et elle est venue à plusieurs reprises. Et à chaque fois, elle avait un petit quelque chose pour les enfants aussi. La famille Koulikov veut quitter la Russie le plus vite possible. Elle prévoit de rallier un pays de l'Union européenne. Irina G a déjà collecté 15 000 € de dons pour ce projet. On a réservé un bus jusqu'à Ivangorod, c'est-à-dire pratiquement jusqu'à Narva. À Ivangorod, ils vont traverser la frontière avec l'Estonie où ils seront accueillis par des bénévoles de notre association. J'ai réparti les gens dans les chambres. Quand ils sont arrivés, ils n'avaient rien sur le dos. Ils ne savaient pas s'ils avaient le droit de sortir du camp ou pas. Ils ont mis 5 jours entiers avant d'arriver. Et se sont retrouvés parachutés ici sans savoir où ils étaient ou ce qui allait leur arriver. La première fois que je suis sortie du camp avec eux, j'avais très peur et je me posais plein de questions. Je ne savais pas ce que j'avais le droit de leur dire sans risquer l'interdiction de sortir la prochaine fois. Je me demandais si je pouvais leur acheter un portable. J'ai donné mon numéro à leurs surveillants et leur ai dit qu'ils pouvaient m'appeler si jamais. Ils m'ont demandé de leur procurer des médicaments. Le problème, c'est que personne ne connaît le statut et le mode de fonctionnement de ce camp. Et puis, de fil en aiguille, ils ont posé la question eux-mêmes pour l'autorisation de sortir. Ils n'ont pas tous un portable, mais ceux qui en ont un ont trouvé sur Internet qu'ils pouvaient émigrer en Estonie. Dès qu'on a eu assez d'argent, on a aidé les gens à partir. Juste après avoir accompagné ses protégés au camp, Irina G reçoit une mauvaise nouvelle. Sur l'application de messagerie Telegram, un collaborateur des services de renseignement du FSB a posté un message sur nous, les bénévoles. Mais on ne va pas arrêter pour autant. On se renierait. L'action des bénévoles est un peu plus entravée chaque jour. Une mauvaise surprise attend Igor le lendemain matin. La porte d'entrée de l'avocat a été taguée dans la nuit. « Ici vit un ukro-nazi », dit l'inscription. Pourquoi tu es furieux comme ça? Pourquoi tu es furieux? À cause de tes pneus. Ils ont défoncé tes pneus. Tous? Que 2. Je vais t'arranger ça. Les 2 pneus arrière? Non, 2 du même côté. Tu as pris des photos? Non,
On va regarder. Mais ils ont fait ça à la manière des nazis en Allemagne, comme dans la nuit de cristal, avec l'aval de la police qui les défendait. Dites-toi bien que si j'avais 30 ans, je posterais ça sur les réseaux sociaux. Mais je n'ai pas envie d'attirer l'attention sur moi. Ils nous ont badigeonné les portes avec défenseurs des ukro-nazis. Un journaliste local en a fait les frais lui aussi. Et il a posté l'information sur les réseaux sociaux tôt ce matin. Quand j'ai lu ça, je me suis précipité pour voir dans quel état était ma porte. Et ça n'a pas raté. J'y ai eu droit aussi. J'ai demandé à Irina de regarder chez elle. Même constat. Mon dilemme à ce stade est simple. Qu'est-ce qu'on fait? On jette l'éponge ou on continue? Pendant des années, Igor a travaillé dans un bureau local aux côtés de l'opposant Alexei Navalny. Il en sait long sur la pression exercée par les autorités russes. Je ne sais pas ce que l'État compte faire de ces civils. Pourquoi il les a fait venir ici? Dans quel but? Je n'en sais rien. 2 roues déglinguées? Mais comment? Ils ont crevé les pneus ou les ont juste dégonflés? Si tu veux bien, on va voir les misères qu'ils t'ont faites. Pour moi, il ne fait aucun doute que la police ou le FSB ont quelque chose à voir là-dedans. Ils connaissent l'adresse, la voiture. D'où tiendraient-ils ces informations sinon? C'est clair comme de l'eau de roche pour moi. Albiert et Igor descendent constater les dégâts. Слушай, не вижу это, ничего не знаю. Или ниппель может. Слушай, а может ниппель просто? Если что, есть у меня этот. Ils les ont crevés avec un couteau. Alors qu'il y a un gardien et des caméras. Il faudrait arrêter de jouer à cache-cache avec les autorités. Les inscriptions typiques qui visent les opposants au régime. Ici habitent des sympathisants des ukro-nazis. Les signes de la propagande de Poutine se multiplient. Le lendemain, à 6 heures du matin, malgré les tentatives d'intimidation, Albiert et Igor sont en route pour le lieu d'hébergement temporaire, comme le désignent les Russes. Pour la première fois, Irina G ne les accompagne pas. La fois où j'ai accompagné le premier groupe, j'ai pu m'allonger brièvement. Je n'ai pas réussi à m'endormir tout de suite. J'ai fait un mauvais rêve et j'ai somnolé jusqu'à ce que le réveil sonne. Au deuxième groupe, je me suis endormi dans un fauteuil, 1 heure. Et pour ceux qui viennent d'arriver, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Forcément, j'ai peur avec tout ce qui se passe. Ils nous bloquent nos cartes de crédit, ils nous peinturlurent nos portes. Aux dernières nouvelles, ils ne vont pas nous laisser entrer dans le camp. Va savoir ce qu'ils vont encore trouver. Avec l'aide de bénévoles, une dizaine de réfugiés ukrainiens vont quitter la Russie pour aller en Estonie, à presque 2000 km de là et 30 heures de route. Qui d'entre vous s'en va? Vous? Pardon? Vous partez? Oui, Votre nom? Kulikov. Nikolai Petrovitch. C'est ça. Et aussi Kulikova Ekaterina. Et une petite fille, oui? Oui. Et aussi Shleglova Yana. Shleglova Yana. Ça y est, je l'ai trouvé. Et Yesepienko Ira. Et moi? Vous m'avez oublié? Non. Ah voilà, Yesepienko Ira. Et Bogush Elena. Vous êtes Yana, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Et où est Katerina? J'ai aussi un Omironov, d'accord. Et Katerina Vladimirovna, c'est juste? Il y a encore des sacs de petite taille, Igor? Des petits? Je crois que non. Direction la gare de Penza.
pour les réfugiés et les bénévoles. Les Ukrainiens ont 22 heures de train devant eux. Première étape prévue à Saint-Pétersbourg. Prenez vos affaires et allez dans le hall de gare. Et surtout, restez bien en groupe, d'accord? Encore un départ vers l'inconnu pour les Ukrainiens. Albiert et Igor n'iront pas plus loin. Ils restent à Penza. Rien à faire. La maison, c'est la maison. Tout a été détruit, saccagé, brûlé. Les amis sont restés là-bas. Des tas d'amis. Et les collègues de travail aussi, ils nous appellent. En vérité, on veut rentrer à la maison. Beaucoup d'entre eux sont en République tchèque, en Pologne. D'autres sont restés en Ukraine. En tout cas, ils veulent tous rentrer à la maison. Peut-être qu'on va tous retourner en Ukraine. Quand on a demandé aux soldats ukrainiens, ils nous ont dit qu'ils n'étaient au courant de rien et qu'il n'existait pas de couloir humanitaire pour nous. Quand on a posé la même question aux soldats russes de la République populaire de Donetsk, ils nous ont tout de suite répondu très clairement. Allez par là, longez la ligne de tram, là où vous voyez l'église. Il faut que vous vous dépêchiez, c'est comme ça que vous serez tirés d'affaire. C'était ça ou rien d'autre. Le train quitte la gare à l'heure. Tous les Ukrainiens sont à bord et tout se déroule sans encombre. C'était d'un ennui mortel à Penza. Moi, j'aurais aimé me balader en liberté, flâner en ville, aller prendre un café, mais au lieu de ça, c'était le tour de la cour le matin et retour au bercail tout de suite après. Toujours pareil, dormir, manger, se promener, dormir. Pas étonnant que je me sois ennuyée. Cette fille est à Odessa en ce moment. Elle est partie le 18 février pour y faire ses études et elle est restée. Une autre fille que je connais est partie chez son oncle dans la République de Donetsk. Au début en particulier, je me réveillais en ayant l'impression de vivre un cauchemar, comme si tout ça n'avait jamais existé, avec l'illusion que tout redeviendrait comme avant quand je rentrerai à la maison. Yana a 17 ans, sa sœur Katia en a 7. Je sais pas où on va, vous savez, vous? En Estonie. Tu vas là où va ton papa? Et là où va ma sœur aussi. En tout, de Mariupol à l'Estonie, la famille a parcouru presque 5000 km, que ce soit à pied, en minibus ou en train. Ça te plaît de voyager? Il y a des tas de trucs à faire pour les enfants. Tu te souviens qu'on a peint les murs de la cave et qu'on a dessiné une télé? Et que je t'ai lu un livre et demi à la lumière de la bougie aussi. On n'est pas arrivé à finir le second, mais je l'ai avec moi. Et maintenant, on va en Estonie. Ça va certainement être cool. À Rostov-sur-le-Don, ils nous ont mis dans un train. Le contrôleur est venu chercher notre groupe, on était entre 20 et 25. On ne savait pas du tout où on allait. On nous a dit que c'était un convoi humanitaire. Ils ne nous ont même pas dit qu'on allait à Pienza. Personne ne nous a rien dit. On voulait s'acheter des cigarettes et changer nos rivnia. On avait besoin de roubles, on ne savait même pas s'ils nous donneraient à manger, ni ce qu'on allait faire de nous.
Ils ne nous ont pas laissé changer d'argent. Ils nous ont enfermés dans le wagon comme du bétail. Personne n'était capable de nous dire à quelle heure on arriverait, combien de temps le trajet prendrait. Ils nous ont même pas dit où on était. Ils savaient où on était, mais ils ne voulaient pas nous le dire. Ils ont gardé le silence. Le seul bien que nous possédons encore, ce sont nos papiers d'identité. C'est tout. Si jamais ils nous demandent de les leur remettre, on n'a plus rien. En étant dans un pays étranger. Dernière étape. À partir de Saint-Pétersbourg, il faut compter 3 heures en minivan jusqu'à la frontière avec l'Estonie. Je suis nerveuse. J'espère que tout va bien se passer. On a tout? Je peux fermer? Quelques jours plus tard, dans le village de Kozö, à 40 minutes au sud de Tallinn, la capitale de l'Estonie. C'est dans une ferme de cette municipalité rurale que vit la famille Kulikov depuis son arrivée. On est bien logés. Dans notre chambre, on a nos toilettes, notre propre douche, du linge frais. On peut se chauffer. C'est leur 3e jour en Estonie. Ils peuvent enfin se promener comme ils l'entendent et parler librement. Voilà ma maison. Là, c'est notre appartement. Il n'y a plus de balcon. On n'avait aucune envie de rester à Pienza. Au début, ça pouvait encore aller. Mais au fur et à mesure, c'est devenu insupportable. On a très bien senti qu'ils ne voulaient pas de nous. On vivait avec une clôture autour. Ça ne rime à rien, tout ça. Ils ont bien senti la tension monter côté russe. В последнее время они вообще всем волонтерам запретили, чтобы волонтеры приезжали на территорию нашего городка. Je ne sais pas dans quel but ils le faisaient, mais à la fin, ils interdisaient aux bénévoles d'entrer dans le territoire. Parce qu'ils ont bien vu que l'aide qu'ils nous apportaient était très limitée par rapport à celle des bénévoles. D'où l'interdiction. Et puis aussi, ils nous ont montés les uns contre les autres et ont mis de l'huile sur le feu pour qu'on se dispute entre nous. Ils nous ont traités comme des chiens. Ils savaient parfaitement combien on était et ils auraient dû donner la même chose à tout le monde. Au lieu de ça, ils nous balançaient 10 paires de chaussures pour qu'on se bagarre parce qu'il n'y en avait pas assez pour tout le monde. Le responsable m'a balancé. Qu'est-ce que tu as à crier ? Ferme-la, tu as agité le couvert, alors qu'est-ce que tu veux encore? Une fois, on est allé faire un tour au magasin qui était devant Leonidovka, et quand on en est revenu, quelqu'un nous a balancé « Qu'est-ce que vous foutez là, espèce d'enfoiré à la solde des Américains ?» Irina, la bénévole qui s'occupait de nous, a bien senti que les choses se gâtaient. Elle avait très peur. Et quand je lui ai demandé si elle allait nous accompagner à la gare, elle m'a répondu qu'elle n'était pas sûre de pouvoir. Apparemment, il s'était passé quelque chose de grave. Les récriminations pleuvent contre les autorités russes. Toujours est-il qu'ici, en Estonie, les Kulikov se sentent en sécurité sans savoir pour autant s'ils vont y rester.
Moscou. C'est dans la capitale qu'Irina a trouvé refuge dans un appartement dont l'adresse ne peut pas être divulguée. Elle a définitivement laissé tomber le bénévolat. J'ai fait le tour du commissariat et j'ai vu 2 hommes sortir d'une voiture à ce moment-là et venir vers moi. Ils étaient encagoulés avec un passe-montagne. J'ai juste eu le temps de leur demander ce qu'ils faisaient. Ils m'ont mis une cagoule sur la tête et m'ont tiré vers la voiture. J'étais assise entre les 2 hommes et ils me tenaient prisonnière des 2 côtés. Quelques minutes après, Irina G s'est retrouvée dans une forêt. Elle raconte, encore sous le choc. Ils m'ont tiré hors de la voiture en baissant ma tête pour m'obliger à regarder par terre. J'ai entendu qu'il pleuvait. Ils brandissaient un obus éclairant sous mon nez. Tout en hurlant, ils m'ont demandé qui finançait mon action et qui travaillait avec moi. J'ai répondu que j'étais bénévole et que j'aidais les réfugiés de Mariupol. Je leur ai dit que l'argent qu'on avait venait de citoyens russes qui étaient désireux d'aider des gens. Ils m'ont dit qu'ils allaient mener une enquête sur moi, qu'ils allaient passer mon téléphone au crible et que j'avais intérêt à ne rien leur cacher. Ils n'arrêtaient pas de me remettre droite sur mon siège, de me secouer et de me donner des claques avec la paume de la main. Ils s'arrangeaient pour que leur coup ne laisse pas de traces. Ils m'ont dit que si je ne faisais pas correctement le code du téléphone et qu'il se bloquait, ils m'abandonneraient au milieu de la forêt avec les chiens. J'ai déverrouillé mon téléphone. Je suis une femme faible. Qu'est-ce que vous voulez ? Ils se sont éloignés pour appeler quelqu'un au téléphone. Puis ils sont revenus. Et l'interrogatoire a repris. Qui est qui ? Qui vous soutient à Saint-Pétersbourg ? Qu'est-ce que vous avez à envoyer les gens en Europe ? Ils m'ont rendu mes papiers d'assurance maladie, mais ils ont brûlé mon passeport. Ils m'ont fait asseoir dans la voiture et on est reparti en direction de la ville. Ils m'ont extirpé de la voiture près de chez moi, en me tirant par les cheveux. Ils m'ont donné l'ordre de faire 100 mètres droit devant moi, sans me retourner. Je suis rentrée à la maison comme ça. À sa grande surprise, Irina avait été préalablement convoquée au commissariat. C'est juste après qu'on l'avait kidnappée. J'étais intimement convaincue que je n'en sortirais pas vivante. J'ai pensé à ma famille, sûre de ne plus jamais la revoir. Quand ils m'ont relâchée, j'ai eu l'impression de renaître. C'était un second anniversaire, ma minute d'anniversaire. Juste après cette terrible mésaventure, Irina a pris contact avec ses 2 acolytes, Igor et Albiert. En fait, c'est surtout Igor qui a pris la décision. Il a dit que ça ne menait à rien de prendre contact avec la police ou le FSB. Pour lui, Irina devait partir de Penza sur le champ. On était chez Igor. Il a dit « Irina, c'est parti ». Moi, il ne m'a rien dit. Il est habitué à ce que je sois toujours prêt. On a donc pris la route sans rien dire à personne. Et on a fait tout un circuit pour aller jusqu'à Moscou. Au moins, ici, dans cet appartement conspiratif, Irina est en sécurité. Pour la suite, on va voir. Albiert et Irina sont convaincus que les autorités russes mènent une action délibérément ciblée
et parfaitement concertée. Ce qui est absolument incroyable, c'est que la police et les services de renseignement aient convoqué Irina et l'aient retenue jusqu'à la nuit tombée. Ils l'ont kidnappée juste devant le commissariat et emmenée dans la forêt. Ils étaient forcément tous de mèche. C'était un coup monté. Je dois quitter ce pays. J'ai bien compris que c'était plus qu'une simple menace. C'est un dernier avertissement. Je n'ai même pas emporté le moindre petit baluchon. Les réfugiés avaient un petit sac au moins, quelques affaires. C'est une fois partie, en train de balayer les 800 km jusqu'à Moscou avec Albert, que je me suis rendu compte que j'avais laissé mon chat tout seul à la maison. Certains réfugiés de Mariupol avaient pu emmener leur animal de compagnie avec eux. Pas moi. Irina aimerait fuir en Pologne ou en Allemagne, mais pas sans ses filles qui sont elles aussi menacées. Allô, bonjour ma chérie, tout va bien? Tu me manques. Il y a des gens fantastiques qui sont prêts à nous aider. Espérons que ce cauchemar ne se reproduira plus jamais. Irina poursuit l'objectif de quitter la Russie avec ses filles.